Bonjour et bienvenue à Question d'argent. On parle aujourd'hui de ce qui fait le succès d'un projet immobilier à l'émission. Nous recevons Guy Baillargeon, conseiller stratégique chez Pélican Immobilier, accompagné de Jocelyn Grégoire, chef de la direction gestion CEDMA, qui a publié un dossier sur le sujet dans son magazine Mordus de l'immobilier. Mordu, plutôt de l'immobilier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Mordus, bonjour. Ça commence bien, donc Mordu. Bon. Donc, tout d'abord, messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, est-ce que c'est quand même l'immobilier, est-ce que c'est facile de se casser les doigts dans ce domaine? Très facile. Les gros montants sont en jeu. Je pense qu'une saine gestion d'un projet immobilier, c'est la clé. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à amener à nos mordus, amener Guy Baillargeon, qui est vraiment spécialisé en gestion de projet et en planification au sein de la boîte Pélican Immobilier. Donc, c'est une boîte qui est spécialisée pour donner de la consultation. Je peux peut-être le laisser présenter son... Oui, donc vous avez établi une espèce de plan en 10 étapes pour éviter de faire le maximum d'erreurs. Donc, ce serait quoi les 10 astuces dans un projet immobilier pour ne pas se casser les dents? Bien, en fait, comme vous le dites si bien, je résume l'opération en 10 astuces. Peut-être pas aujourd'hui, le propos, ce serait peut-être pas de toutes les énumérer de façon exhaustive. Il n'en demeure pas moins que la première constitue celle de l'auto-qualification. La clientèle type qui vient nous voir est composée de deux personnalités, c'est-à-dire on a les gens qui sont soit des autoconstructeurs ou encore on a des gens qui sont des promoteurs immobiliers. Alors, si on prend l'exemple, par exemple, des promoteurs immobiliers, la personne a, par exemple, 1 million de pieds carrés à développer, vient me rencontrer chez Pélican Immobilier. À ce moment-là, on lui fait un plan, ce qu'on appelle un plan d'attaque. Évidemment, on va faire le profil de la personne, le profil du projet, voir quelles sont les liquidités qui doivent être affectées au projet. Donc, on lui fait ni plus ni moins qu'un plan de match. Alors ça constitue l'astuce numéro 1. De quel type d'investisseurs sommes-nous? On peut aussi bien prendre quelqu'un, le cas de figure le suivant, un individu qui veut s'autoconstruire. Donc, à ce moment-là, on parle d'une petite parcelle de terrain. Et donc, les astuces demeurent les mêmes. On parle à ce moment-là de moyens financiers plus modestes, mais il n'en demeure pas moins que l'investissement le plus important que l'individu va faire dans sa vie, c'est une maison. Ouais, alors, petite, moyenne ou grosse, le même service et la même approche est valide tant pour un type de projet que pour un autre. Bon, première étape, ce fameux plan. Et ensuite, de ce que je peux lire, le bon produit au bon endroit, au bon prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. C'est que, écoutez, de tout temps, on a toujours entendu qu'il y avait 3 critères en immobilier. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. C'est pas que je vais aller à contresens, mais que moi, je suis partisan de la revitalisation des espaces déjà bâtis, comme par exemple le Vieux-Montréal, le Vieux-Saint-Jean. En tout cas, j'affectionne particulièrement les endroits déjà bâtis. Une espèce de qualité historique. Absolument. À ce moment-là, les emplacements, on ne les choisit pas toujours. Il faut aller avec... moi, je suis un amateur et j'affectionne aussi particulièrement les insertions, c'est-à-dire on construit un nouvel édifice entre 2 murs mitoyens existants. À ce moment-là, on ne peut pas mettre n'importe quoi parce qu'il y a quand même des contraintes de prix. Si on est dans un quartier versus dans un autre quartier, on ne pourra pas faire la même finition, le copier carré. Absolument. Mais l'emplacement est une chose. Maintenant, il faut penser en dehors de la boîte. Think out of the box, comme j'aime si bien le dire. Donc, c'est ce qui me fait dire. Et je déplore un peu le fait que d'un projet de condo, prenons cet exemple, à un autre projet de condo, bien souvent, seul le code postal a été changé. Et je m'explique. C'est que souvent, les apparences sont les mêmes. On a le même type de balcon, le même type de fenestration, le même type... Et ça, je pense que j'invite tout le monde à penser un petit peu comme moi, dans le sens que je voudrais que les techniciens en architecture, les architectes, les développeurs, les promoteurs et les consultants comme moi puissent convaincre les investisseurs de profiter
de profiter de l'opportunité qu'il leur a donnée de dessiner des projets dont la clientèle est friande, c'est-à-dire des projets différents, des projets à bon prix, des projets finalement qui sont gagnants. Et ce qui permet, parce que présentement, si je peux faire une parenthèse, parce que je n'aime pas les généralités, on dit le marché du condominium est morose, le marché du condominium stagne, en banque, il y a énormément d'unités. Alors moi, je pense que si on construit des projets novateurs, différents, je ne nommerai pas de constructeur, mais il y en a, ils en mettent un en marché, on fait la file pour aller les acheter. Alors, c'est un peu trop générique en ce moment, on manque de diversité. Ouais, vous avez bien raison, c'est ça, exactement. C'est ce que vous cherchez à dire. Bon, écoutez, on revient avec les astuces après la pause. Merci, messieurs. De retour à Question d'argent où on parle d'immobilier et des astuces, des petits trucs pour bien réussir un projet en immobilier. Alors, j'ai mes deux experts avec moi et juste avant la pause, messieurs, on discutait de qu'est-ce qui, en fait, c'était quoi les facteurs importants pour choisir un investissement en immobilier. Et, bon, M. Baillargeon nous disait il y a l'emplacement, certes, mais il y a peut-être aussi d'autres facteurs. Du point de vue de l'investisseur, est-ce que l'emplacement, c'est encore quand même à la base? La localisation, c'est ce qui va faire si ça va partir vite ou pas. T'sais, si on veut mettre en marché quelque chose, puisqu'on a un grand bassin d'acheteurs disponibles, c'est-à-dire que les grands centres comme à Montréal, bien, il y a plus d'acheteurs disponibles, il y a plus de facilité, donc le projet va partir rapidement. Ce qu'il ne faut pas oublier dans un projet immobilier, le temps est notre ennemi. Le pire ennemi, c'est le temps. Si on commence à étirer le temps, bien là, on étire les frais, on étire les délais, on étire aussi les intérêts. Donc, l'hypothèque, il faut la payer tous les mois. Puis si le projet est en construction ou il est en changement, bien, dans ce temps-là, généralement, il n'y a pas de revenus là, dans notre projet. Donc, est-ce que M. Wu, allez-y? Et Jocelyn a tout pour enchérir sur ce que Jocelyn vient tout juste de dire. Absolument, je ne pourrais pas être plus d'accord que ça avec lui. Et un autre facteur qui fait ce qu'on appelle en mise en marché le fameux time to market, c'est-à-dire le délai qui s'écoule entre la fin de ma construction et finalement ma première vente. Et bien souvent, ma dernière vente va être souvent le résultat ou le fruit d'une conception bonne, moyenne ou carrément mauvaise. Et l'autre chose aussi, et nous, chez Pélican Immobilier, ce qui fait notre secret et notre force, en fait, c'est qu'on monte des dossiers qui ne tombent pas dans l'engrenage administratif. Par exemple, il manque un document pour faire dézoner un endroit humide, par exemple. Ou encore, il me manque, je ne sais pas moi, un document pour compléter le permis. Mais ça, bien souvent, ça peut retarder de plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, la compétition va construire juste à côté. Ça, c'est ce qui fait perdre de l'avantage concurrentiel à mon client. Alors ça, c'est facile pour moi de vendre mes services à ce moment-là lorsque j'étale ces exemples-là. Les gens sont évidemment des gens d'affaires avisés et des personnes, des administrateurs prudents ont vite fait de comprendre que finalement, c'est la bonne approche à prendre. Ça, planifier deux fois plutôt qu'une, la planification va faire que si vous regardez votre dossier à plusieurs reprises, puis vous décelez les petites failles comme ça, manque un document, le formulaire n'est pas bien rempli, mais les délais sont très longs là, dans les administrations publiques, donc 2 ou 3 mois peuvent s'écouler entre l'émission du permis, le projet reste à plat pendant ce temps-là. Est-ce que ça arrive parfois que vous voyez des projets qui, bon, le coût d'envoi est excellent, les ventes initiales sont très, très bonnes, mais pour ma part, ce que j'ai remarqué pour ma part, quand il y a un problème comme ça, parce que je suis vraiment spécialisé dans les reprises, ces choses-là, 90% c'est une mauvaise gestion. En plus de la mauvaise gestion, bien, un délai de temps qui avait été mal calculé. Donc, le poste qui va fluctuer le plus, si on fait nos travaux comme il faut, c'est vraiment le poste des intérêts puis des échéanciers. Quand on parle que le projet s'étire sur 2 ans, c'est plusieurs milliers de dollars. Mais si on réussit à le condenser sur 6 mois, 8 mois, mais là, on arrive à faire un profit qui est appréciable. Alors, si je peux ajouter à ça... La glace est à vous. Tout à fait, merci beaucoup. Considérant votre extinction de voix aussi. Donc, effectivement, et ce qui m'amène à parler de la force de l'équipe. Okay? Monter la bonne équipe, avoir les bons joueurs. Je ne veux pas dire les meilleurs joueurs, mais les bons joueurs, pour qu'il y ait une synergie au sein de l'équipe. À ce moment-là, bien souvent, si on tombe dans l'engrenage, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui a oublié de faire
cette partie du travail qui retarde finalement le groupe ou l'équipe. Donc, il faut un chef d'orchestre, un ou une chef d'orchestre. Et par exemple, mon travail consiste justement à orchestrer tous ces professionnels. Par exemple, le biologiste travaille de pair avec l'arpenteur géomètre, avec l'architecte, les technologues. Les gens, n'oublions pas, les gens de l'administration aussi, il faut travailler avec l'hôtel de ville, c'est très important. Moi, je lisais les sur bonnes relations. Don't fight CTO, ne pas discuter ici avec le mercenaire, en fait. C'est une règle, il faut... là, comme dans, finalement, toute relation d'affaires, puisqu'on parle d'affaires, les relations harmonieuses sont toujours gagnantes. Et c'est sûr que c'est pas le promoteur qui va aller faire la leçon à la ville. Sauf quelques exceptions, si c'est vraiment évident qu'il y a une bourde administrative qui est commise à l'endroit du promoteur, je suis parfaitement mais en général, il faut aller, et ceci étant, mieux vaut de bonnes relations que, évidemment, de mauvaises relations qui font retarder un projet. Je me ferai pas d'amis, mais souvent dans les villes aussi, c'est le personnel en place. J'ai remarqué, j'ai fait des demandes dans plusieurs villes différentes avec les administrations, l'urbanisme, les demandes de permis puis tout ça. Puis des fois, on arrive à quelqu'un qui est moins bien formé ou que ça ne tente tout simplement pas. Des fois, on est peut-être venu dire, je repasserai, tu sais. Tomber sur un autre fonctionnaire qui, lui, aime sa job, là. Et c'est pas fou, ça. C'est un bon truc, ça. Sincèrement, c'est simple, mais c'est vrai. Essayer de se battre avec le fonctionnaire, puis s'il veut pas, on peut pas rien faire. Tu reviens 2 jours plus tard, puis on tombe un autre numéro. Souriant qui adore ça. Le dossier va bien, ouais. Je dois vous laisser là-dessus, messieurs. Merci pour vos conseils. Merci pour vos trucs. Ça a été très agréable. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne semaine. Au revoir.